Elle a été enlevée et détenue pendant 10 ans en isolement complet. Pendant tout ce temps, elle a été perçue et élevée non pas comme un être humain, mais comme une créature muette, privée du droit de parler et d'être entendue. Presque personne ne savait ce qui lui arrivait derrière les portes closes d'une petite maison de campagne. Mais lorsque la porte s'est ouverte après 10 longues années, la vérité a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Printemps 2008, une petite localité dans le sud de la province espagnole de Séville. Anna, une habitante de ce village âgée de 7 ans, sort dans la cour de sa maison en fin d'après-midi. La journée est ensoleillée, calme. Elle jouait près du portillon, à quelques mètres seulement du seuil de sa propre maison. Littéralement quelques minutes plus tard, sa mère sort pour l'appeler à rentrer. Anna avait disparu. La maison d'où Anna a disparu était une propriété privée typique à la périphérie du village, une clôture haute et soignée, le portillon toujours fermé, mais sans cadenas. Dans cet endroit, il était peu probable que quelqu'un pense au danger. Sur le terrain et aux alentours, aucune trace de lutte ou de désordre n'a été découverte. Aucune caméra dans les environs n'a enregistré son départ ou l'apparition d'un étranger. Le quartier était considéré comme calme. Les voitures passaient rarement. Les étrangers y étaient une grande rareté. C'était comme si Anna s'était évaporée, disparaissant dans l'air sans laisser de traces. La première hypothèse envisagée par les enquêteurs était celle d'un accident. Ravin, puis abandonné, maison vide. Tout cela a été vérifié avec le plus grand soin. Les volontaires et la police ont inspecté les environs à plusieurs reprises, mais ils n'ont rien trouvé. Ensuite, ils ont commencé à vérifier les habitants locaux, voisins, parents, connaissances de la famille. L'enquête interrogeait chacun. Certains ont même accepté de passer un test au polygraphe. Personne n'a suscité de soupçons sérieux chez la police. Il n'y avait même pas d'indice de conflit, de menace ou de malveillance. Les jours suivants se sont transformés en semaines, puis en mois. L'enquête était à court d'hypothèses. Anna est officiellement devenue une personne disparue. L'affaire s'est rapidement calmée, se transformant d'une enquête active en une pile de papier sur le bureau de l'enquêteur. Exactement 72 heures se sont écoulées depuis la disparition d'Anna. Aucune des hypothèses n'a été confirmée. Les équipes de recherche ont ratissé chaque recoin autour du village et au-delà, mais n'ont pas trouvé la moindre preuve de ce qui s'était passé. La situation semblait impossible. Une personne ne peut pas disparaître sans laisser de traces, surtout dans un endroit aussi calme. Mais Anna a disparu précisément de cette manière. Les parents, désespérés de trouver le moindre indice, se sont tournés vers la presse. L'histoire a eu un retentissement public. Mais avec le temps, l'intérêt a commencé à s'estomper et l'attention du public s'est portée sur d'autres événements. Anna a été oubliée. Pour beaucoup, elle n'était plus qu'une statistique parmi les personnes disparues. L'enquête a été officiellement suspendue. Formellement, l'affaire restait ouverte, mais en réalité, personne ne s'en occupait plus sérieusement. Le nom d'Anna a été ajouté à la liste des personnes disparues sans laisser de traces. Le temps continuait d'avancer. 1 an s'est écoulé. Personne n'a pris contact. Personne n'a laissé d'indices anonymes ou de notes. Aucun témoin n'a déposé.
Il semblait que l'histoire était définitivement dans une impasse. Une autre année s'est écoulée, puis une autre encore. Peu à peu, on a cessé d'en parler et de s'en souvenir. Il ne restait que les parents qui n'arrêtaient pas les recherches, mais ne nourrissaient plus l'espoir de trouver des réponses. Ils continuaient à afficher des avis de recherche, à contacter les journalistes, à écrire des lettres à diverses instances, sans recevoir de réponse. Et cela a continué année après année. Les voisins s'étaient habitués à voir le regard vide de la mère d'Anna, qui continuait d'attendre des nouvelles qui ne venaient jamais. L'affaire s'est transformée en une de ces énigmes dont personne ne s'attend à obtenir la réponse. Mais 10 ans plus tard, un dénouement inattendu s'est produit. C'est alors qu'il est devenu clair. Anna n'avait jamais quitté ce village. Pendant tout ce temps, elle se trouvait à proximité, cachée aux yeux des gens. La découverte d'Anna, une décennie plus tard, a révélé non seulement le sort de la disparue, mais aussi la vérité véritablement effroyable sur la façon dont elle avait vécu tout ce temps. Mais ce qui s'est exactement passé pendant ces 10 ans et qui était derrière sa disparition, cela ne deviendra clair que bien plus tard. Pour l'instant, l'histoire d'Anna était loin d'être terminée. Depuis la disparition d'Anna, un fait étrange n'a cessé de hanter les enquêteurs. C'était une journée claire, ordinaire, un moment calme de la journée où tout le village aurait dû être visible les uns des autres. Et pourtant, aucun des voisins n'a vu Anna sortir de sa cour. Comment a-t-il pu arriver que ce jour-là, personne n'ait simplement remarqué cette petite personne? Anna était connue dans le village pour son caractère réservé. Elle jouait toujours seule, sortait rarement des limites de son terrain et n'invitait presque jamais les autres chez elle. Ses parents considéraient cela comme un trait de caractère normal. Elle n'aimait pas les compagnies bruyantes, préférait les jeux calmes. C'est peut-être pour cela que personne n'a remarqué son absence immédiatement ce jour-là. Dans le village, les maisons étaient situées à une distance considérable les unes des autres. Le terrain voisin le plus proche se trouvait à environ 100 mètres, le suivant, encore plus loin. Le territoire était ouvert, mais avec une végétation dense et des arbres qui obstruaient la vue. Même en voulant voir ce qui se passait dans les cours voisines, c'était difficile. Les voisins les plus proches, un couple âgé vivant dans la maison d'en face, de l'autre côté de la route. Ils vivaient ici depuis plus de 40 ans, connaissaient chaque habitant du village, mais sortaient rarement dans la rue. C'est ce couple qui affirmait ne pas avoir vu Anna ce jour-là. Ils ont même déclaré aux enquêteurs qu'ils ne se souvenaient absolument pas de la dernière fois qu'ils avaient remarqué la fillette dans la rue. D'autres voisins, interrogés par la police, ont également déclaré n'avoir rien remarqué d'inhabituel. La plupart d'entre eux expliquaient cela par le fait que le village avait toujours été calme. Personne n'avait l'habitude de prêter attention à ce qui se passait en dehors de sa propre cour. Ainsi, dans les premières minutes cruciales, personne ne pouvait dire où Anna était partie et dans quelle direction elle aurait pu être emmenée ou conduite. La zone où vivait Anna était complètement ouverte. Il n'y avait pas de rues étroites de passage, de ruelles cachées ou de zones de stationnement où l'on pouvait se garer discrètement. Toutes les routes étaient trop bien visibles. Mais il y avait une nuance. Les terrains étaient grands, envahis par des arbres denses, et à cause de cela, la vue était partiellement obstruée par endroits. Il n'y avait pas de caméras de vidéosurveillance dans cette partie du village. Les autorités locales
ne les avait jamais installées, estimant qu'elles n'étaient pas nécessaires dans un endroit calme. Les habitants du village ne se souvenaient pas non plus de voitures étrangères. Personne n'a remarqué de véhicules inconnus ni avant ni après l'incident. Cependant, l'enquête a envisagé la possibilité qu'Anna ait pu être emmenée en voiture. Le temps de la disparition n'était que de quelques minutes. Pendant ce court laps de temps, il était possible d'approcher en voiture, d'ouvrir la portière, de prendre Anna et de quitter rapidement les lieux. Pour cela, il n'était même pas nécessaire d'entrer complètement dans la rue. La voiture aurait pu être laissée sur la route la plus proche, un peu plus loin derrière les arbres. Un tel scénario semblait tout à fait probable aux enquêteurs. Les spécialistes ont étudié encore et encore les cartes de la région et interrogé les habitants locaux, essayant de trouver des détails qui auraient pu être manqués auparavant. Les experts sont arrivés à la conclusion que la personne qui avait enlevé Anna devait connaître parfaitement les lieux. La discrétion et la rapidité avec lesquelles la disparition s'est produite ne pouvaient ne signifier qu'une chose. Le ravisseur s'orientait bien dans la disposition des maisons, connaissait les itinéraires de déplacement des voisins et avait pu calculer à l'avance tous les détails pour que personne ne le remarque. Le couple âgé, qui vivait en face, a répété à plusieurs reprises n'avoir rien vu d'inhabituel. Néanmoins, les enquêteurs ont eu plusieurs entretiens avec eux. Il fallait comprendre pourquoi ils ne se souvenaient de rien. Il s'est avéré que leur maison était légèrement en retrait de la route. Les fenêtres ne donnaient pas sur la rue, mais dans la direction opposée. Ce jour-là, ils vaquaient à leurs occupations habituelles à l'intérieur de la maison et ne pouvaient pas remarquer les moindres détails qui auraient pu être la clé de l'énigme. D'autres voisins, bien qu'ils aient pu voir la route, n'y prêtaient tout simplement pas attention. Anna n'avait jamais attiré les regards des habitants du village. Son caractère calme et son comportement discret étaient les conditions idéales pour que personne ne prête attention au moment de sa disparition. L'enquête n'a rien trouvé d'étrange dans le comportement des voisins. Personne ne cachait d'informations. Personne n'avait peur de parler de l'incident. Au contraire, les habitants coopéraient volontiers, offrant tous les détails dont ils pouvaient se souvenir, mais qui étaient trop peu nombreux. En fait, chaque conversation avec les voisins ne confirmait qu'une chose. Personne n'avait prêté attention précisément au moment où c'était le plus nécessaire. Après de longs et infructueux interrogatoires des voisins, les enquêteurs sont arrivés à une conclusion importante. La disparition d'Anna n'était pas un accident. Ils ont exclu la possibilité qu'elle ait pu partir seule ou se perdre. La seule version réaliste a été reconnue. Elle a été enlevée intentionnellement. Cependant, cette version ne pouvait être confirmée ni par des témoins, ni par des preuves matérielles. Aucune trace de pneu d'une voiture inconnue n'a été trouvée sur aucune route. Aucun habitant local n'a vu un inconnu monter dans une voiture ou emmener quelqu'un. La version restait probable, mais indémontrable. Quelque temps plus tard, la police a finalement formulé la conclusion officielle. La disparition s'est produite avec la participation d'un tiers. Mais ce n'était qu'une supposition, non étayée par des preuves concrètes. L'affaire s'est à nouveau retrouvée dans une impasse, car sans témoins ni preuves, il était impossible d'avancer. Il ne restait plus qu'à attendre l'apparition de nouvelles informations capables de faire la lumière sur le sort de la disparue. Et pendant que les voisins retournaient à leur vie habituelle, oubliant progressivement ce qui s'était passé,
La vérité se trouvait bien plus près que quiconque aurait pu l'imaginer. Seulement, pour la trouver, il faudrait beaucoup plus de temps. 2018. 10 ans se sont déjà écoulés depuis le jour où Anna a disparu. Pendant ce temps, l'affaire semblait avoir été irrémédiablement classée dans les archives de la police. Mais un soir, le service d'urgence reçoit un appel. Une femme, d'une voix anxieuse, demande une aide urgente, affirmant que son fils adulte est soudainement devenu incontrôlable et agressif. La voix de la femme tremble de peur. Elle dit qu'elle craint pour sa vie. Cela aurait pu sembler un simple conflit domestique s'il n'y avait pas une circonstance importante. La maison où se rendent les policiers se trouve à seulement 20 km du village où Anna a disparu 10 ans plus tôt. La maison vers laquelle se dirige la patrouille de police est située à l'écart, en dehors de la zone habitée. Une vieille bâtisse à moitié en ruine, entourée d'épais buissons, pratiquement invisibles depuis la route. Y vivait une femme âgée et son fils adulte. L'homme venait d'avoir 30 ans. Il ne travaille nulle part, n'avait jamais attiré l'attention de la police auparavant, n'a pas de casier judiciaire. Selon les données officielles, il n'est suivi par aucun service, n'a jamais été interpellé, même pour des infractions mineures. Les voisins, que la police interroge après l'appel, décrivent l'homme brièvement. Étrange. Ils ne savent pratiquement rien de lui, car il ne sort presque jamais de chez lui et communique rarement avec les gens. Lorsqu'on le voyait dans la rue, l'homme paraissait toujours renfermé, évitait les conversations et ne regardait pas dans les yeux. Les habitants préféraient l'éviter, ne pas entrer en contact. Pourtant, la mère ne s'était jamais plainte de son fils à la police auparavant, bien que les voisins aient entendu de rares disputes à l'intérieur de la maison. Mais ces conflits ne dépassaient pas le cadre des querelles domestiques habituelles. Personne n'avait appelé la police jusqu'à ce jour, et les patrouilles ne s'étaient jamais rendues à cette adresse. Les policiers arrivés sur les lieux découvrent une femme terrifiée présentant des signes évidents de blessure. Elle rapporte que le conflit a commencé après qu'elle a tenté de monter au 2e étage de leur maison. L'homme interdisait depuis longtemps à sa mère d'y accéder, mais ce jour-là, elle a décidé d'insister. Lorsque la femme a tenté de monter, le fils est soudainement sorti de ses gonds, s'est mis à crier, puis l'a frappé. Elle a réussi à s'échapper et à appeler la police. Ces mots alertent immédiatement les forces de l'ordre. Qu'y a-t-il de si spécial au 2e étage si même la mère n'a pas le droit d'y aller? Les policiers arrêtent rapidement l'homme. Il ne résiste pas, a l'air abattu et anxieux, mais refuse de répondre aux questions et d'expliquer son comportement. Pendant ce temps, l'un des patrouilleurs décide d'inspecter la maison et de vérifier le 2e étage. Mais en montant, les policiers ne remarquent rien d'inhabituel. Une vieille maison ordinaire, saleté, désordre, obscurité. À un moment donné, un bruit étrange se fait entendre à l'étage. Au début, les policiers pensent qu'il s'agit simplement d'un animal, peut-être un chat ou un rat. Mais le bruit se répète et il devient clair, il y a quelque chose là-haut. Les policiers inspectent attentivement le 2e étage en écoutant attentivement. Les bruits proviennent de la zone située juste sous le toit, là où se trouve le grenier. Mais il n'est pas possible d'y monter immédiatement.
L'accès au grenier s'avère solidement fermé et même partiellement condamné par des planches de bois. On a l'impression que cela a été fait intentionnellement, pour que personne d'extérieur ne puisse y pénétrer facilement. L'étrangeté de la situation pousse la police à agir plus résolument. Une équipe supplémentaire arrive sur les lieux. Les agents commencent prudemment à ouvrir la partie fermée du grenier. Cela prend beaucoup de temps, et plus les policiers s'approchent de l'objectif, plus les bruits deviennent distincts. Ce n'est plus un animal. Les policiers comprennent qu'il y a certainement quelqu'un de vivant là-haut. Les policiers appellent une brigade spéciale, se préparant à toute éventualité. L'homme, précédemment arrêté et placé dans la voiture de police, devient de plus en plus nerveux, bien qu'il ne prononce toujours pas un mot. Il reste simplement silencieux, observant ce qui se passe par la fenêtre de la voiture. 2 heures plus tard, les policiers ouvrent complètement la zone condamnée du grenier. La pièce est petite, sombre, sale, presque sans accès à l'air et à la lumière. Lorsque les agents y dirigent leurs lampes de poche, ils ont du mal à croire ce qu'ils voient. À ce stade, l'enquête passe à une toute nouvelle étape. Ce que les policiers trouvent là-haut choque même les agents expérimentés, habitués aux situations les plus inhabituelles et difficiles. Un simple appel pour une dispute domestique se transforme en un événement d'ampleur nationale. Les policiers contactent d'urgence le commissariat central. Des experts en criminalistique, des représentants du parquet et des journalistes, attirés par l'agitation soudaine, arrivent sur les lieux. La maison qui semblait autrefois simplement étrange et abandonnée devient le centre d'attention de toute la province. Ce qui a été découvert dans le grenier est directement lié à la disparition survenue 10 ans plus tôt. Ce n'est qu'alors que les enquêteurs commencent à comprendre pourquoi, pendant tant d'années, aucun indice n'a été trouvé et pourquoi personne n'a vu Anna quitter sa maison. Pendant que les policiers menaient des recherches dans toute la région, pendant tout ce temps, la clé de l'énigme se trouvait à 20 km d'eux, dans une maison silencieuse et abandonnée, dans le grenier où presque personne n'allait, pas même sa propriétaire. La vérité s'est avérée bien plus proche que quiconque aurait pu le supposer, mais sa découverte prendra encore beaucoup de temps. Lorsque les policiers ont enfin forcé l'entrée du grenier, ils n'ont pas trouvé ce à quoi ils s'attendaient. À l'intérieur, dans la pénombre, au milieu des détritus et du désordre, se trouvait une jeune fille. Elle paraissait extrêmement émaciée et effrayée. Les policiers ont immédiatement remarqué qu'elle ne disait pas un mot, évitait le regard et réagissait aux gens avec une peur immense. Aucun document ni objet indiquant son identité n'a été trouvé. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et combien de temps avait-elle passé dans cet endroit? Ces questions ont surgi instantanément. Les experts ont immédiatement noté son âge, environ 16-18 ans. Dans la petite pièce où se trouvait la jeune fille, les conditions étaient effroyables. Une insalubrité totale, sol sale, murs décrépits, l'air y pénétrait à peine. La seule petite fenêtre était solidement condamnée par des planches, bloquant complètement la lumière du jour et l'air frais. Il n'y avait aucun meuble ni lit dans la pièce. Seulement des chiffons sales et un vieux matelas jeté au sol. Partout traînaient des produits bon marché, sans emballage d'origine. Tout semblait indiquer que la nourriture y était jetée négligemment et irrégulièrement. Aucun produit d'hygiène personnelle ni vêtements n'a été trouvé dans le grenier.
La jeune fille, elle avait l'air extrêmement négligée. Ses vêtements étaient vieux et déchirés. Les policiers ont tout de suite compris qu'elle se trouvait là depuis très longtemps. Cela se voyait à l'état de la pièce et à son apparence physique. Après un examen médical approfondi, les médecins ont découvert sur sa peau de nombreuses cicatrices anciennes, témoignant d'un long séjour dans des conditions difficiles. Les médecins ne pouvaient pas déterminer immédiatement l'origine exacte des marques, mais il était évident que la jeune fille avait passé là plus d'1 an. Les psychologues appelés pour l'examiner ont confirmé l'évidence. Son comportement était autistique, complètement renfermé et ne correspondait pas à son âge. Elle évitait toute tentative d'établir un contact, ne réagissait pas aux questions, ne pouvait pas parler et communiquait seulement par de brefs mouvements et gestes. Les experts ont conclu que la jeune fille avait passé une très longue période sans communication, totalement privée de contacts sociaux. C'est ce qui expliquait son comportement et son état psychologique grave. Les policiers ont commencé à vérifier les données sur les personnes disparues au cours des dernières années. À ce moment-là, de nombreux cas de disparition étaient connus, mais la description de la jeune fille ne correspondait à aucune des personnes disparues récemment. Il est devenu clair qu'elle aurait pu se trouver là bien plus longtemps que quiconque aurait pu le supposer. L'enquête a décidé d'utiliser le moyen le plus fiable pour établir l'identité. Un échantillon d'ADN a été prélevé sur la jeune fille et envoyé pour analyse. C'était le seul moyen de savoir qui pouvait être la prisonnière trouvée dans le grenier. Le test a été envoyé au laboratoire central et les résultats étaient attendus au plus tôt dans quelques jours. Pendant que ces analyses étaient en cours, la police a de nouveau interrogé l'homme arrêté et sa mère, dans l'espoir d'obtenir des informations. Cependant, l'homme arrêté continuait de garder le silence, refusant de donner des explications. Sa mère était complètement désemparée et affirmait ne rien savoir de l'existence de la jeune fille dans le grenier. Les forces de l'ordre ont également procédé à une nouvelle inspection des lieux de la découverte, recueillant tous les indices possibles. Mais rien qui aurait pu aider à l'identification immédiate de la jeune fille n'a été trouvé. Une semaine entière d'attente s'est écoulée avant que les résultats de l'analyse ADN ne soient prêts. Pendant ce temps, la jeune fille retrouvée est restée dans un établissement médical sous la surveillance constante de médecins et de psychologues. Son état s'est progressivement stabilisé, mais le contact avec les autres n'a pas pu être établi. Enfin, le commissariat de police a reçu la réponse officielle du laboratoire. Les résultats de l'analyse ADN ont permis d'établir l'identité de la jeune fille de manière formelle. Cette jeune femme s'est avérée être Anna, la même Anna qui avait disparu 10 ans plus tôt dans un petit village du sud de la province de Séville. Pendant toutes ces années, elle était considérée comme définitivement disparue. Mais maintenant, le plus important était révélé. Anna était vivante. Immédiatement après l'identification d'Anna, l'enquête concentre toutes ses forces sur l'étude de la personnalité de son ravisseur. Désormais, la police a non seulement une victime, mais aussi un suspect, arrêté à son propre domicile. Ce qui intéresse le plus les enquêteurs, comment et pourquoi un homme ordinaire, à première vue, a pu commettre un tel acte et détenir une personne vivante en isolement complet pendant 10 ans. Les réponses à ces questions se trouvent au plus profond de sa personnalité, dans ce qui se cachait derrière le masque d'un homme silencieux et renfermé. La première chose que la police découvre, c'est que le suspect n'avait jamais attiré leur attention auparavant. Il n'avait aucun problème avec la loi
Pas une seule arrestation, aucun signalement de voisins, pas d'amende, pas de soupçon. Pendant toutes les années passées dans la petite maison avec sa mère, l'homme n'a en aucun cas attiré l'attention des forces de l'ordre. Sa biographie est exempte même des infractions les plus mineures. Mais en examinant la documentation médicale, l'enquête découvre un fait important. À l'adolescence, on lui avait diagnostiqué un trouble du comportement. À l'époque, les médecins avaient noté chez lui une instabilité émotionnelle, des problèmes de contrôle de l'agressivité et des signes marqués d'associabilité. Cependant, il n'a jamais été suivi en psychiatrie de manière continue, n'a pas reçu de traitement spécifique et n'était pas sous surveillance médicale constante. L'homme n'avait travaillé nulle part depuis de nombreuses années. Il passait pratiquement tout son temps à la maison, reclus. Les voisins se souviennent que même les simples courses étaient le plus souvent faites par sa mère. On le voyait rarement dans la rue et il n'engageait jamais la conversation avec qui que ce soit. La maison et son deuxième étage étaient une zone qu'il contrôlait entièrement. Même la mère de l'homme n'y montait pas, se limitant à vivre et à ses activités au premier étage. Elle n'intervenait pas et ne posait pas de questions inutiles, lui permettant essentiellement de dominer complètement l'espace du deuxième étage, où se trouvait le grenier avec la cachette. Au cours de l'enquête plus approfondie, les enquêteurs établissent les détails clés de l'enlèvement d'Anna. L'homme a mis son plan à exécution le jour même où la fillette a disparu du regard de sa mère. Il s'était préparé à l'avance pour cette action, se rendant au village dans sa voiture qui à cette époque avait déjà été retirée de la circulation officielle. Le véhicule, bien qu'en état de marche, n'existait plus juridiquement, ce qui signifie qu'il était impossible de le suivre par les méthodes standards. Pour se déplacer, il utilisait exclusivement des chemins de terre, contournant les grands axes routiers et évitant les zones habitées. C'est pourquoi aucun des voisins ou témoins occasionnels ne s'est souvenu de cette voiture. L'enquête a révélé que la voiture avait été cachée immédiatement après le crime et n'avait pratiquement plus jamais été utilisée ouvertement par l'homme. Toutes les années suivantes, le suspect n'a pratiquement pas quitté les limites de sa maison, minimisant les contacts avec le monde extérieur et les réduisant à de rares et brèves sorties hors de la propriété. Anna est restée tout ce temps dans le grenier, en isolement absolu, inaccessible même à la mère du ravisseur. La question principale qui préoccupait la police et les psychiatres impliqués dans l'affaire était la motivation du suspect. Il n'a pas exigé de rançon et n'a pas manifesté de comportement qui aurait pu être lié à une connotation sexuelle. Toutes les actions du ravisseur revêtaient un caractère complètement différent. Les psychiatres, qui ont travaillé sur les éléments du dossier, constatent l'homme présentait un modèle de comportement typique, appelé en psychologie criminelle obsessionnel contrôlant. Son objectif principal n'était pas de causer du tort ou d'obtenir un quelconque avantage matériel. Son véritable objectif résidait dans le contrôle total et sans contact sur une autre personne. Cet état est appelé le modèle classique d'isolement comportemental. Ce type de ravisseur détient ses victimes non pas pour un profit, mais pour satisfaire un besoin intérieur, inconscient, de contrôle total et de pouvoir sur la vie d'autrui. Dans l'isolement de la victime, ils obtiennent un pouvoir total, car ils privent la personne de tout contact extérieur et de toute chance de résistance ou de fuite. Les experts notent également que le suspect ne montrait aucun signe de regret ou de remords, mais ne manifestait pas non plus d'agressivité évidente
lors des interrogatoires. Son comportement restait passif et détaché, comme s'il ne réalisait pas pleinement la gravité de son crime. Lors des premiers interrogatoires, l'homme était peu loquace. Il n'évitait pas les conversations avec les policiers, mais répondait brièvement et de manière évasive. À la question directe de savoir pourquoi il avait commis l'enlèvement et détenu Anna pendant tant d'années, l'homme prononce une seule phrase. « Je ne pensais pas que quelqu'un la cherchait encore ». Cette courte déclaration devient essentielle pour comprendre l'état psychologique du ravisseur. Elle souligne son détachement complet des normes de la vie sociale et l'absence de tout attachement humain ou de conscience des émotions et des souffrances d'autrui. L'enquête s'apprête à passer à l'étape suivante. Établir le tableau complet du crime et de la vie de l'homme avant et après l'enlèvement d'Anna. Mais ce sera déjà une autre page de l'histoire, pleine non seulement de détails effroyables, mais aussi de questions profondes auxquelles toutes les réponses n'ont pas encore été trouvées. Après qu'Anna a été retrouvée et son identité établie, une étape non moins complexe a commencé. Son retour à une vie normale. Les médecins, psychologues et services sociaux ont été confrontés à une réalité qu'ils rencontraient rarement, même dans les cas les plus graves. Anna avait passé 10 ans en détention complète. La tâche principale était désormais de comprendre dans quel état elle se trouvait et comment surmonter les conséquences de son long isolement. Les premiers examens médicaux ont montré que l'état d'Anna était extrêmement grave. Les médecins ont officiellement diagnostiqué privation sévère, c'est-à-dire l'absence totale de contact social normal et de stimuli pour le développement sur une longue période. De tels cas sont rares. C'est pourquoi les spécialistes se préparaient à un processus de rétablissement long et difficile. Son langage était au niveau d'une personne de 5-6 ans, bien que son âge biologique approche déjà de la majorité. Anna ne comprenait presque pas les questions qui lui étaient adressées, ne pouvait pas répondre de manière cohérente, se limitant seulement à des sons isolés ou à des gestes. Les réflexes d'Anna étaient fortement affaiblis. L'organisme réagissait lentement. Les mouvements étaient raides et hésitants. Les psychologues ont noté que même les actions quotidiennes simples, comme prendre un objet en main, ouvrir une porte ou mettre des vêtements, lui posaient de sérieuses difficultés. Cela signifiait que pendant toute la durée de son isolement, elle n'avait pas eu à utiliser les compétences quotidiennes les plus simples. L'adaptation sociale d'Anna était totalement absente. Elle ne pouvait pas interagir, même au niveau le plus primitif, avec d'autres personnes, ne comprenait pas les signaux sociaux et les règles élémentaires de comportement en société. Anna évitait le contact visuel et se trouvait presque toujours dans un état anxieux ou déprimé. Pour la réadaptation d'Anna, une équipe spéciale de médecins, psychologues et rééducateurs a été créée. Leur tâche principale était le retour progressif d'Anna à une vie normale. Sur le plan juridique, Anna était encore mineure, mais d'un point de vue biologique, elle était déjà une adulte. Cet écart entre l'âge réel et le niveau de développement est devenu un défi sérieux pour les spécialistes. Les psychologues et les médecins sont parvenus à une conclusion unanime. Anna devait réapprendre à vivre, en commençant par les choses les plus élémentaires, comme si elle naissait une seconde fois. Elle devait acquérir les compétences les plus simples en matière de communication, de comportement en société et d'autonomie élémentaire. L'équipe de rééducateurs travaillait avec elle quotidiennement, l'introduisant progressivement dans de nouvelles conditions. Parallèlement,
le processus juridique de rétablissement de son identité se poursuivait. La mère d'Anna a été invitée pour une identification officielle qui a été confirmée par une expertise ADN médico-légale. La mère a reconnu Anna sans erreur, malgré 10 ans de séparation et l'apparence radicalement changée de sa fille. Ce fut un moment clé dans la confirmation juridique de son identité et le début de son retour dans la famille, bien que les psychologues aient recommandé de le faire avec le plus grand soin et progressivement. Les médecins et psychologues qui suivaient l'état d'Anna ont noté que ses premiers succès ne se sont pas manifestés immédiatement. Cependant, la thérapie quotidienne a commencé à porter ses fruits. 3 mois après sa découverte, Anna a prononcé pour la première fois des mots sensés. Ce fut une victoire importante pour l'équipe de spécialistes, car cela signifiait le début du rétablissement de sa capacité à communiquer normalement. Ses premiers mots étaient simples et courts, presque comme ceux d'un petit enfant qui commence à peine à parler. Mais pour les médecins et la mère d'Anna, il signifiait bien plus. C'était la preuve que 10 ans d'isolement complet n'avaient donc pas définitivement détruit sa capacité à percevoir le monde et à interagir avec lui. Peu de temps après qu'Anna a commencé à parler, les psychologues ont commencé à introduire des méthodes supplémentaires, des séances d'écriture, de lecture et de dessin. Son langage est devenu progressivement plus riche et plus clair, et Anna elle-même a commencé à montrer plus d'intérêt pour ce qui se passait autour d'elle. Elle a commencé à prendre conscience d'elle-même et de l'espace dans lequel elle se trouvait. Quelques mois après les premiers mots, Anna a commencé à écrire de courtes phrases et des mots simples. Elle exprimait ses pensées sur papier beaucoup plus facilement qu'oralement. C'était une étape importante, car grâce à l'écrit, les psychologues ont réussi à obtenir les premiers témoignages sensés sur ce qui lui était arrivé en isolement. Quelque temps après qu'Anna a commencé à écrire, elle a pu exprimer des souvenirs plus complexes. Progressivement, pas à pas, elle a commencé à raconter des événements distincts de son passé. Le premier et le plus important souvenir qu'Anna a pu décrire clairement fut le jour où elle a été enlevée de sa maison natale. Elle s'est souvenue en détail de l'endroit où elle se promenait avant sa disparition et comment un inconnu l'avait fait monter dans une voiture. Ce souvenir a confirmé la version de l'enquête selon laquelle le ravisseur l'avait enlevée rapidement et discrètement. Ainsi, le rétablissement progressif de la parole et de la capacité à exprimer ses pensées a permis à l'enquête de comprendre encore plus profondément ce qui s'était passé le jour de sa disparition. Maintenant qu'Anna pouvait raconter ce qui s'était passé, les enquêteurs et les psychologues ont compris que la réadaptation, bien que longue et difficile, était néanmoins possible. Les médecins continuaient à travailler avec elle quotidiennement, la ramenant progressivement à la vie dont elle avait été violemment arrachée 10 ans plus tôt. Et bien qu'il y ait encore beaucoup de difficultés à venir, ces premiers mots et souvenirs sont devenus la preuve solide que le retour était possible. Après que l'état d'Anna a commencé à s'améliorer progressivement et que ses dépositions sont devenues compréhensibles pour l'enquête, la phase finale de cette affaire a commencé, le procès. La société espagnole, ayant appris les détails de ce crime, n'attendait qu'une chose. Comment exactement le tribunal évaluerait ce qui s'était passé pendant 10 ans dans la maison de l'accusé et quelle serait la peine? Le parquet a inculpé officiellement l'accusé de 3 chefs d'accusation principaux: enlèvement de personnes, séquestration illégale, ainsi que traitement cruel. Chacune de ces accusations était étayée par des dizaines de témoignages,
des expertises psychologiques, médicales et criminalistiques. L'accusation paraissait extrêmement convaincante et ne laissait aucune place au doute quant à la gravité du crime commis. L'avocat de l'accusé, comprenant l'inévitabilité de la peine, a entrepris la seule tentative possible pour atténuer le verdict. Il a déclaré au tribunal que son client était mentalement malade et ne devait donc pas porter l'entière responsabilité pénale de ses actes. Le tribunal, compte tenu de la gravité du crime et de l'émoi public, a ordonné une expertise psychiatrique médico-légale obligatoire pour déterminer si l'homme était responsable de ses actes au moment de la commission du crime. L'expertise a duré plusieurs semaines. Les médecins et psychiatres ont procédé à une étude détaillée de la personnalité de l'accusé, de tous les documents de son passé, des dossiers médicaux et des témoignages de son entourage. Ils ont vérifié minutieusement chaque mot, chaque action qui pourrait indiquer des signes de trouble mental. La conclusion finale de l'expertise a été claire et sans équivoque. L'homme était pleinement responsable de ses actes. Les spécialistes ont constaté que sa personnalité se caractérisait par une asociabilité marquée et une froideur émotionnelle. Cependant, il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait et se rendait compte des conséquences de ses actes. Cela signifiait que l'accusé devait comparaître devant le tribunal comme étant pleinement conscient de la responsabilité du crime commis 10 ans plus tôt et qui s'était poursuivi pendant tout ce temps. Le procès s'est retrouvé au centre de l'attention non seulement dans la région, mais dans toute l'Espagne. Les gens, apprenant ce qui était arrivé à Ana, exigeaient des autorités la peine la plus sévère. La presse publiait constamment des articles avec les détails de l'affaire, ce qui renforçait l'attitude négative de la société envers l'accusé. Le crime a déclenché des débats publics de grande ampleur sur la justice et le degré de sévérité des peines dans le pays. De nombreux citoyens se sont prononcés en faveur de la réclusion à perpétuité, considérant que c'était la seule peine juste pour un crime de ce genre et de cette durée. Cependant, en Espagne, la réclusion à perpétuité n'est pas appliquée dans la pratique judiciaire. Par conséquent, le parquet a requis la peine maximale possible prévue par la législation espagnole, compte tenu de la gravité.